Et down les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Paolo Passiné, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Wow, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Tu te crois où là? Bah, j'ai juste voulu innover un peu, tu vois. Ah, alors ça y est, maintenant tu te la joues sportif, tu es youtubeur du sport, tout va bien quoi, tu oublies d'où tu viens. Non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'en ce moment au cinéma, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Du coup, moi. Ouais, 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 j'ai bien compris, tu passes du côté lumineux, tu vas à la salle. Monsieur mange des légumes, ok, ok. Mais laisse-moi te dire une chose, on n'oublie pas d'où on vient. Reviens du côté obscur, il y a des bonnes choses en ce monde, des bonnes choses au cinéma. Rejoins les geeks, les cinéphiles. Ouais, mais en même temps, je suis désolé, mais Jurassic World, Morbius, il y a même Buzz l'éclair. Moi, je préfère faire les haltères, tu comprends? Alors, oui, certes, mais pense à de meilleures choses. Pense Stranger Things. Stranger Things, oui. Pense The Boys saison 3. The Boys saison 3, oui. Pense aux Peaky Blinders. Ah, les Peaky Blinders, mais oui, bien sûr. Pense Obi-Wan. Ah, 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Non, 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 pense pas Obi-Wan. Pense le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. La série des Anneaux de pouvoir. Mon précieux. Oui. À moi tout seul. Ouf. On a failli perdre le fil, Collins. Heureusement, nous revoilà, c'est Paolo Passiné, les affaires reprennent, dans une introduction pour le moins originale. Comme vous l'avez compris, cette vidéo sera consacrée à la série Le Seigneur des Anneaux qui arrive le 2 septembre, et plus précisément avec le titre Les Anneaux de Pouvoir. Les ténèbres envahiront la terre tout entière. Ce sera la fin de tout, non seulement du peuple des elfes, mais aussi de tous les peuples. J'avais fait une première partie il y a quelques mois consacrée au contexte, à l'univers du Seigneur des Anneaux, en partant des livres jusqu'au cinéma, les acteurs, le tournage et les produits dérivés, pour vous placer un peu dans le contexte de pourquoi est-ce qu'on attend avec tant de ferveur cette série. Mais il me manquait la partie 2, où je voulais vraiment entrer dans l'univers de la série, avec les personnages, l'époque dans laquelle on se trouvera, l'ennemi, l'histoire en elle-même, et je n'avais pas assez d'informations pour le faire, donc c'est aujourd'hui, maintenant que la bande-annonce est sortie, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus et vous préparer à ce qui vous attend. Je vais simplement me concentrer sur des personnages que j'ai reconnus par rapport à ce que j'ai lu, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, mais surtout le Silmarillion, le premier roman qui montre les origines de la Terre du Milieu, des elfes, des nains, des hommes, des orques, mais également des Valar, et de Morgoth et de Sauron. Je tiens à vous prévenir, ce que je vais raconter et ce que je vais expliquer ne sera pas parfait, ne sera pas 100% correct, car les récits de Tolkien sont très complexes, très développés, avec énormément de noms, énormément de profondeur. Donc mon explication et ma narration ne vaudra jamais le plaisir de lire réellement ce qu'il a écrit. Moi je vous conseille vraiment de commencer par Le Hobbit, si vous avez du mal avec les récits de Tolkien, et d'embrayer sur le Silmarillion, car contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai préféré le Silmarillion au Seigneur des Anneaux. Je trouve l'histoire beaucoup plus fantastique, les batailles tellement mémorables, et les personnages tout aussi comparables, mais les elfes sont dans toute leur grandeur, dans toute leur splendeur, et le Silmarillion est pour moi un grand coup de cœur, et c'est de là que part la série Les Anneaux de Pouvoir. Alors déjà dans la bande-annonce Les Anneaux de Pouvoir, on peut reconnaître des personnages du Seigneur des Anneaux, et je vais vous les donner. Vous avez déjà, en premier lieu, Elrond, donc qu'on avait vu déjà dans le premier teaser, qui est joué par un personnage de Game of Thrones, notamment qui jouait Ned Stark quand il était plus jeune. Elrond, que vous connaissez tous, qui a été joué par Hugo Weaving dans Le Seigneur des Anneaux, dans la trilogie de 2001 à 2004, mais également dans Le Hobbit. Donc Elrond, en plus jeune, sera bien de la partie. Vous reconnaîtrez également Galadriel, en plus jeune aussi, ce qui n'a pas trop de sens car Galadriel a quasiment 4000 ans, donc les traits sur le visage n'ont pas vraiment d'importance, mais c'est pas grave, l'actrice a l'air quand même assez... enfin, elle ressemble mince, comment elle s'appelle, à Kate Blanchett, merci. Et donc je trouve que c'est un très bon choix.
Vous retrouverez également Gil-galad, que l'on voit très peu dans le Seigneur des Anneaux. Il apparaît, mais vraiment une fraction de seconde, dans le prologue de la communauté de l'anneau. Il est un peu plus connu dans les jeux vidéo ou dans les récits de Tolkien. Mais ayant lu les bouquins et connaissant le personnage de Gil-galad, je suis content de voir qu'il réapparaît dans la série. Et c'est ce qui m'a fait comprendre à peu près où on se situe dans la série. Enfin, un des personnages que peu de gens connaissent, mais que vous avez certainement entendu, il s'agit de Durin, le nain ancêtre de la lignée de Thorin, qu'on entend beaucoup dans dans le Hobbit, pardon. Donc Durin, la lignée de Durin, le descendant de Durin. Durin apparaît beaucoup, notamment dans la chanson de Ed Sheeran, La désolation de Smaug. Durin fait partie du refrain. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. C'était important que je précise ça quand même, parce que c'est quand même Ed Sheeran qui chante pour le Hobbit, c'est pas rien. Ouais. Voilà, vous avez à peu près les personnages que l'on connaît grâce au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. Je vais vous montrer d'autres éléments aussi que l'on connaît dans cette série. Vous retrouverez notamment Foncombe. Moi, je pense que c'est Foncombe, parce que ça y ressemble. La cité d'Imladris, la dernière maison simple, ou la dernière maison hospitalière, comme on l'appelle. Donc on la voit dans le teaser. Nous retrouvons également les deux arbres de lumière. Alors certes, ils ne sont pas dans les films qu'on a vus au cinéma, mais ils sont très présents dans les récits, car ils représentent la toute première lumière de la Terre du Milieu, dont je parlerai tout à l'heure, avant même que la Lune et le Soleil apparaissent au-dessus de Ea. Alors, Ea ou Eru, la Terre du Milieu a plusieurs noms. On va se contenter de l'appeler Terre du Milieu, comme ça je vous perdrai pas. Parce qu'entre le Kenya et le Sindarin, il y a plusieurs transformations, plusieurs traductions, et je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Alors on voit également deux cités, une cité de nains, alors moi je pense que c'est Khazad-dûm, rebaptisé la Moria dans les derniers temps. D'ailleurs vous entendrez dans la communauté de l'anneau qu'ils veulent traverser le pont de Khazad-dûm. C'est très bizarre de dire ça. Appeler le pont de Khazad-dûm alors qu'on est dans la ville de Khazad-dûm qui a été rebaptisée Moria, c'était pas des plus clairs, mais c'est pas grave. Alors on retrouve bien sûr la cité de Numénor. Alors moi j'hésite entre Numénor, l'île des hommes, des grands hommes qui a été offerte par les Valar et qui a été submergée par les eaux. Hashtag Atlantide. Et j'hésite avec Eredlion, la cité de Eregion, la ville de Gil-galad. Donc je pourrais pas être sûr de cette cité, mais en tout cas elle est magnifique. Moi je pense que c'est plutôt une cité d'hommes, donc je partirai sur Numénor. Ouais. Alors maintenant qu'on a à peu près vu les éléments que l'on était susceptible de reconnaître dans cette bande-annonce, il est temps que je vous prépare à ce qui va vous arriver. Les origines de tout. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, je ne suis pas un expert, un spécialiste, je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai lu, et je n'ai pas tout relu pour cette vidéo. J'ai lu des passages évidemment, j'ai fait des recherches, mais ça ne sert à rien de trop expliquer, de trop entrer dans les détails, ça va vous perdre. On va rentrer dans les grandes lignes. Et je vais parler de manière familière, pour ne pas non plus vous perdre. Alors, à l'origine de tout, à l'origine de la Terre du Milieu, à l'origine des elfes, des hommes, de toutes les créatures vivantes de cette terre, il y avait un seul être que l'on appelle Ilúvatar. On va dire c'est le dieu suprême. Par les effets de sa musique et de son chant, il décida de créer d'autres, on va dire, d'autres personnages pour l'entourer, que l'on appela plus tard les Valar. Et leur délire, c'était de chanter, voilà, de jouer de la musique et de chanter. C'était ça, et chacun chante dans son coin, il faisait une chorale, voilà. Oh happy day, la 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 la. Voilà, c'était à peu près leur délire, tu vois. Sauf que contrairement à une chorale dans un quartier de Harlem où le sol grince quand on chante, là, la terre se crée. Donc par leur chant, ils créaient la vie. Donc voici des fleuves, des montagnes, des mers, des terres, des volcans, énormément de campagnes. La vie, la terre du milieu faisait son apparition.
Sauf que comme dans les récits bibliques, si certains s'y connaissent, il y en a toujours un qui casse les bonbons, et celui-là s'appelait Melkor, que l'on baptisera plus tard Morgoth. Morgoth que vous avez certainement entendu dans le Hobbit ou dans le Seigneur des Anneaux, le Balrog de Morgoth. Quand on dit Morgoth, normalement on doit avoir peur, tu vois, c'est comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est Morgoth, c'est Morgoth, c'est Morgoth. Voilà, Morgoth. Et ben en fait, Melkor en avait marre d'être un simple choriste, si vous voulez, il a voulu être soliste. Ça ne lui plaisait pas de chanter dans son coin, alors il s'est dit, moi je me taille, vous m'avez gonflé, et je vais chanter sur la Terre du Milieu et faire ce que je veux. Je vous passe les détails. Arriva donc une guerre entre les Valar et Melkor, donc Morgoth. Et tous les Valar voulaient essayer d'attraper Melkor, mais n'y parvenaient pas, parce qu'il faut savoir que Melkor, malgré toute sa puissance, c'est la pire tapette, le pire lâche, je ne sais pas comment dire. Il n'affronte jamais personne. C'est celui qui crée la merde, mais qui n'est jamais là pour affronter qui que ce soit. Voilà, c'est Morgoth, c'est sa technique, sa stratégie. Tout ça pour dire que, pendant que déjà la guerre commençait entre les Valar, quelques siècles plus tard, quelques années plus tard, vinrent les nains et vinrent ensuite les elfes. C'est les elfes qui vont nous intéresser le plus, et je vais vous expliquer pourquoi. Les elfes vivaient dans le noir, il n'y avait pas de lumière à cette époque, ni de soleil ni de lune, il n'y avait que les étoiles, créées par la Valar Varda notamment. Les étoiles étaient la seule source de lumière pour les elfes, et du coup ils passaient leur temps à regarder le ciel pour savoir où il fallait marcher notamment. Mais un jour, les Valar décidèrent de leur apporter un peu de lumière, de réconfort. Ils créèrent 2 piliers. 2 piliers avec des lampes tout en haut, des torches, j'en sais rien, ils n'avaient peut-être pas d'électricité. Mais ces 2 piliers étaient censés, un au nord et un au sud, donner la lumière sur la Terre du Milieu. Et c'était très important que les elfes puissent ouvrir les yeux de temps en temps et se dire « Waouh, il y a autre chose que les étoiles ». Ces 2 piliers étaient Iluin et Ornal. Mais ça ne sert à rien de vous dire ça, parce que de toute façon, on les oubliera dans 5 minutes. À la suite de ça, Morgoth a eu un petit peu la haine que des piliers qui servent de projecteurs soient créés par les Valar. Alors comme d'hab, il fit une catastrophe et détruisit les piliers en traître. Le plus puissant des Valar, Tulkas, le pourchassa, mais bien sûr Morgoth court beaucoup plus vite et se cacha dans les cavernes, et Tulkas ne put jamais le trouver. Voilà, c'est vraiment un des coups de lâche qui fait ce gars. C'est insupportable de lire à quel point Morgoth est un lâche. Il peut vraiment détruire toute une cité et aller se cacher derrière un arbre. Et les Valar arrivent toujours à la fin et ne le trouvent pas. C'est vraiment dingue. Si vous avez une idée d'un méchant qui est badass et qui fait peur à tout le monde, c'est pas celui-là, d'accord? Morgoth, c'est juste le perfide, le fourbe. Bref, je m'égare. Restons sur les elfes. Les Valar plantèrent 2 arbres pour ramener la lumière sur la Terre du Milieu alors que les piliers avaient été détruits. Sur la colline Ezeloar, colline que l'on voit dans la bande-annonce, 2 arbres se dressèrent grâce au chant de Yavanna, la puissante Valar de la nature. Et ces 2 arbres se complétaient, l'un apportant la lumière d'argent et l'autre la lumière d'or. L'un était Telperion, l'autre était Lorelin. À la suite de cette lumière, beaucoup d'elfes se tournèrent vers l'ouest et eurent envie de connaître l'origine de cette source de lumière. Et c'est là que les Valar lancèrent l'appel de la lumière. L'appel des elfes, l'appel vers l'ouest. Les elfes donc furent tentés de venir, et Oromé, le puissant cavalier Valar, les invita et les guida jusque là-bas. Avant même de tous les amener, parce que les elfes avaient peur, il prit 3 ambassadeurs, 3 elfes chefs de chaque clan, pour les amener jusque là-bas, afin qu'ils témoignent de la splendeur des arbres et du bonheur qui régnait là-bas, sur Valinor, et le but étant que les elfes migrent jusque là-bas. Ces 3 elfes étaient particuliers. Il y avait d'abord Ingwe, le chef du clan des Vanyar. Les Vanyar considérés comme les plus beaux et les plus sages des elfes. Il y avait ensuite Finwë, le chef des Noldor. Retenez bien ce nom, Finwë, chef des Noldor, car c'est celui-ci qui nous importera le plus. Et enfin, il y aura Elwë, le chef du clan des Teleri, qui arriveront en 3e à Valinor. Celui-ci est aussi important, et vous comprendrez pourquoi, et surtout pour son frère qui s'appelle Olwë. Elwë et Olwë, voilà. Elwë, on s'en souvient, mais Olwë sera aussi important. Alors c'est important que vous compreniez pourquoi il y a différents clans et différents noms, parce que c'est à partir de là que vous pourrez également comprendre pourquoi les elfes ne sont pas tous identiques dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit, pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont vers l'océan, pourquoi est-ce qu'il y en a qui restent dans les cavernes, dans les forêts,
pourquoi il y en a qui sont si différents. Parce que tout part de clans différents. Il y a ceux qui ont pris la mer dès le début et qui ont suivi l'appel. Mais il y a ceux qui ont refusé l'appel, qui étaient complètement contre, qu'on appelait les avaries, qui veut dire rebelles en elfique. Ceux qui n'ont pas voulu du tout croire en cette idée de Valinor restèrent là-bas. Puis il y a ceux qui se sont perdus en route, ceux qui ont préféré la forêt, ceux qui ont préféré les montagnes. Donc ils avaient fait la marche vers l'ouest, mais se sont arrêtés, se sont interrompus. Ou il y a ceux qui sont restés sur les plages de l'ouest et qui n'ont pas voulu prendre la mer. Donc tout cela, tous ces faits d'histoire ont permis de discerner, de distinguer différents clans et différents elfes, et c'est pour cela que dans les films et dans la série, donc, vous les verrez si différents. Il faut savoir que parmi ces 3 clans, le premier clan, les Vanyar, restèrent tous en Valinor. Aucun ne revut jamais la Terre du Milieu. Par contre, les Noldor et le peuple de Finwë rentrèrent en Terre du Milieu, pour la plupart, en grande majorité. Cela amena pas mal de problèmes, et je vais vous expliquer pourquoi. Finwë, donc grand, robuste et sage, eut 3 enfants. Le premier fut Fëanor, qu'il eut avec une première femme, qui mourut. Du coup, il se maria à nouveau et eut 2 enfants, 2 autres fils. Donc, il eut 3 enfants, qui étaient donc 2 frères et un demi-frère. Fëanor, Fingolfin et Finarfin. Je mets un hashtag sur Fingolfin car il reste mon personnage préféré de cet univers, après Glorfindel et après Legolas évidemment, mais Fingolfin est vraiment un de mes personnages préférés. Je n'ai rien à enlever à Fëanor, mais ce n'est pas mon kiff, vous comprendrez pourquoi. Les 3 frères s'appréciaient, même si Fëanor était quand même pas mal dans son coin, très différent des 2 autres frères, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus habile de ses mains, beaucoup plus dans la création. Fingolfin, lui, était un chef plutôt sage, robuste, sérieux, courageux, l'exemple à suivre. Et Finarfin, lui, était plutôt la sagesse, l'intelligence et la gentillesse, surtout. Et il avait la main sur le cœur. Et il faut savoir que c'est à partir de ces 3 frères que les plus grands bordels de la Terre du Milieu ont démarré. C'est-à-dire que si ces 3 frères avaient été soudés dès le début, on n'aurait pas eu tant de problèmes derrière. Parce qu'ils vont créer tellement une grosse famille avec énormément de moyens et de puissance, que s'ils avaient été en pure alliance jusqu'au bout, personne ne les aurait vaincus, je pense. Mais comme dans toutes les familles, ça ne pouvait pas se passer ainsi. Il faut que j'accélère pour pas que je vous perde par rapport à la série des Anneaux de Pouvoir, mais on y arrive, rassurez-vous, on n'est pas loin. Pour vous expliquer à peu près qui était Fëanor, je vais vous raconter ce petit récit. Les arbres de lumière étaient la seule source de lumière de la Terre du Milieu. Une lumière incroyablement belle, extraordinaire, et qui a fait énormément d'envieux, notamment Morgoth et Fëanor. Morgoth était jaloux de cette lumière et de la puissance des Valar. Il eut comme objectif de créer une grosse araignée qu'on appelle Ungoliant, et qui par la suite, on l'entendra dans les jeux vidéo notamment, ou dans le Hobbit, quand Radagast dit c'est une descendante d'Ungoliant. C'est la première araignée qui donna naissance à énormément de grosses araignées par la suite. Elle était beaucoup plus puissante évidemment. Donc Morgoth et Ungoliant eurent pour objectif d'aller détruire ces 2 arbres. Tandis que Fëanor, lui, avait une toute autre idée de ce qu'il pouvait faire de cette lumière. Il voulait créer des joyaux pour imiter cette lumière, réussir à la capter et en faire des espèces de lampes torches du monde du Seigneur des Anneaux. Du coup, il créa les Silmarils, des bijoux pouvant contenir la lumière des arbres. Ces Silmarils étaient un chef-d'œuvre, un haut fait en termes d'art, de sculpture et de capacité, parce que c'était une époque où pas tout le monde créait des choses, et l'art était à son aube en fait. Et Fëanor, contre toute attente, avait réussi à créer ces bijoux de lumière. Il faut savoir que Morgoth prit les Valar par surprise et détruisit les arbres. Ce fut une grande tristesse, mais du coup, la seule source de lumière encore accessible était celle des Silmarils. Et c'est là que la guerre des Silmarils commença, d'où le roman, le Silmarillion. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Vous posez certainement cette question, où vas-tu Paolo ? Où vas-tu ? Où nous amènes-tu ?
Eh bien, il faut savoir que Morgoth vola les Silmarils et les amena avec lui. Et c'est là que les grandes guerres commencèrent, les grandes batailles, et qui sema le chaos sur la Terre du Milieu entre les humains, les nains, les hommes et les elfes. Fëanor avait 7 fils, et ne comptez pas sur moi pour les connaître par cœur, mais je vais vous en dire quelques-uns. Non, je vais tous vous les dire. Alors, il y a Maedhros, le Haut, Maglor, Celeborn, Carantyr, Curufin, Amrod et Amras. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de 7 fils? Parce qu'il y en a un parmi ces 7, donc Curufin, qui a une particularité. Il sera le père de Celebrimbor. Celebrimbor, ce nom vous parle. Enfin, je crois que c'est son père ou son grand-père. Enfin, j'ai un doute, mais en tout cas, il est entre le père et le grand-père. Et Celebrimbor, c'est qui? C'est celui qui forgera les anneaux, enfin certains anneaux, mais notamment les 3 anneaux des elfes, les anneaux de pouvoir. Donc c'est important de savoir que Celebrimbor remonte à la lignée de Fëanor. Fingolfin, quant à lui, mon personnage préféré, eut 2 fils et une fille. Donc 2 frères et une sœur. Pareil pour les noms, voilà. Alors il y aura Fingon, Turgon et Aredel, la sœur. Alors Turgon, vous le connaissez pas, mais vous avez beaucoup entendu parler de sa cité qu'il a créée, la cité de Gondolin, qui était une vallée fermée où personne ne pouvait rentrer. Gondolin notamment, où Legolas dans le Hobbit en parle, quand il trouve les épées, il dit ce sont les épées de mes ancêtres, les épées de Gondolin. Legolas, Ehanen i vegilen vin gondolen. Maganen nangeli. Where did you get this? It was given to me. Et pourquoi est-ce que je vous parle des 3 fils de Fingolfin? Parce que Fingon, son premier fils, a une particularité. Il est également le père de, ou le grand-père de... C'est toujours pareil, hein, entre le père et le grand-père, comme ils sont immortels, c'est compliqué, de Gil-galad. Qui est Gil-galad? Celui dont je vous ai parlé au début, le personnage qu'on voit un peu dans le Seigneur des Anneaux, et que l'on retrouve dans la série, qui ne sera d'autre que le dernier grand roi des Noldor, donc descendant de Fingolfin. Et enfin, Finarfin eut d'autres enfants, dont lui aussi, allez c'est parti. Alors il a eu Finrod, que l'on renommera Felagund par la suite, Orodret, Angrod, Aegnor, et un nom que vous connaîtrez, que vous connaissez, et que vous avez connu, et c'est évidemment Galadriel. Donc Galadriel étant la fille de Finarfin, qui est le fils de Finwë. Ce qui veut dire que Galadriel était quasiment à l'origine de la création des elfes. Enfin, en termes de vieillesse, je sais pas aujourd'hui s'il y a plus vieux. C'est la old woman, quoi. Donc je vous ai parlé de ces 3 familles, de ces trois frères, parce que, comme par hasard, chacun aura un héritier, aura un descendant, qui aura un rôle très important dans la série des Anneaux de Pouvoir qu'on a vu dans cette bande-annonce. Mais vous devez vous dire à ce moment-là, mais il en manque un. Vous devez vous dire, il manque Elrond. Car on a parlé de Gil-galad, de Galadriel et de Celebrimbor. Mais qu'en est-il de Elrond? Eh bien, Elrond, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un nom elfique qu'il ne fallait pas oublier, c'est Elwë, le premier chef, parmi les 3 ambassadeurs, qui ensuite avait un frère qui s'appelait Olwë. Vous vous rappelez quand je vous ai dit ça? Eh bien, je vais vous expliquer pour quelle raison. Elwë, à la base, quand il fut ambassadeur, il amena tous les elfes avec lui. Quand il retourna en Terre du Milieu, il lui arriva d'aller voir son ami Finwë, donc chef des Noldor à ce moment-là, parce qu'ils étaient grands amis, et il faisait des va-et-vient entre les différents royaumes, entre les différents clans, pour rendre visite à son pote, quoi. Sauf qu'un jour, il tomba dans une forêt et tomba nez à nez avec la Maia. Donc les Maiars sont les, on va dire les assistants, les serviteurs des Valar, donc sont des demi-dieux, si vous voulez. Et ils ont à peu près la même puissance que Gandalf, si vous voulez, ou que Sauron. Donc il tomba sur Melian. Melian, qui est une Maiar, extrêmement belle, extrêmement gentille et extrêmement proche de la nature. Et de suite, il fut frappé par sa beauté et elle-même fut frappée par la singularité de son visage. Et un enchantement eut lieu. Ils furent pris d'une espèce de sortilège qui n'était pas prévu. Ils tombèrent amoureux, certes, mais ils furent figés. Pendant des années, voire des siècles, ils restèrent là, dans la forêt,
comme des statues, sans bouger. C'est à partir de là que son frère, le frère d'Elwë, Olwë, reprit le clan en main et devint le chef des Teleri. Des siècles plus tard, de manière inattendue, les deux amoureux furent libérés de leur sortilège et Elwë reprit son rôle parmi les elfes, rassembla une grande communauté autour de lui, quoi, et créa la grande cité de Doriath. Et il fut un très grand roi, roi des Teleri notamment, que l'on rebaptisa Thingol, l'elfe à la robe grise, Thingol. Et là, vous dites, pourquoi est-ce on passe de Elrond à Elwë et cette histoire d'amour? Pour quelle raison? Parce que là, il faut sortir un arbre généalogique et vous allez comprendre ce qui se passe. Thingol, donc Elwë qui se fait appeler Thingol dorénavant, est donc roi de la cité de Doriath, grande cité elfique. Il eut avec Melian deux enfants, une fille, pardon, qui s'appelle Lucien, donc une elfe. Lucien qui tomba amoureuse de Beren. Et Beren et Lucien est un conte de l'histoire de Tolkien, un récit d'amour, dramatique notamment. Mais si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux version longue, vous savez que Gandalf chante une chanson dans la nuit pendant que les hobbits dorment. Et quand Frodon lui dit qu'est-ce que vous chantez, il dit je raconte l'histoire de la dame Lucien. Et Frodon lui dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Il lui répond, elle était amoureuse et donc elle est morte. Voilà. Donc c'est une elfe qui a donné son amour à un homme et qui est devenue mortelle. Cette histoire, comme par hasard, Aragorn la connaît parce qu'il va vivre la même chose avec Arwen. Donc l'histoire de Beren et Lucien mena à une histoire d'amour et ils eurent également des enfants. Donc leur garçon s'appelait Jor, comme le parfum notamment, l'héritier de Thingol. Jor eut une fille qui s'appelait Elwing, qu'on renomma Elwing la Blanche, tellement qu'elle était blanche comme la neige. Et Elwing se maria à Erendil. Erendil, ce nom vous parle aussi, c'est la lumière d'Erendil que possède Frodon quand il affronte l'araignée. Erendil étant un grand héros de l'histoire du Silmarillion, car il a été celui capable d'aller appeler les Valar à l'aide avec sa lumière brillante, qui est un Silmaril. Tout ça pourquoi? Pour dire que Erendil et Elwing se sont mariés et ont eu 2 enfants. Ces 2 enfants étaient des jumeaux, 2 frères, Elros et Elrond. Voilà pourquoi je vous parle de ça, parce que Elrond est un descendant de Thingol, de Elwë, et donc il appartient à la 3e famille. Vous avez donc chaque personnage de cette série qui appartient à un frère, donc Fëanor, Fingolfin et Finarfin, et vous avez, qui sont de la lignée de la maison de Finwë, et vous avez Elrond qui est de la maison de Elwë. Donc ces 5 personnages avec Celebrimbor appartiennent à des grandes familles, et vous pouvez pas imaginer à quel point c'est kiffant de les retrouver dans cette série à combattre ensemble, ou même à échanger ensemble. Alors maintenant qu'on a fait le point sur les différents personnages et leurs lignées, on sait à qui ils appartiennent, concernant l'histoire, pour revenir à l'essentiel, la guerre des Silmarils. Fëanor rassembla son clan, sa communauté, ses 7 fils, et jura et lança le serment de Fëanor de retrouver les Silmarils et de se venger de tous ceux qui auraient comploté contre lui, et de réussir à les retrouver. Ses fils jurèrent, et je pense que déjà, l'histoire de la série partira de là. Plusieurs royaumes furent créés dans la Terre du Milieu, entre des humains et des elfes. La guerre contre Morgoth éclata, et la plus grande bataille jamais faite, qui est de loin supérieure à celle du Seigneur des Anneaux, reste celle donc la 5e bataille de la guerre, qui est Dragor Bragolac. Dragor Bragolac, qui signifie la flamme subite en elfique. Ce fut la plus grande bataille et la plus grande armée rassemblée du côté du bien comme du mal. Et moi, ce fut ma préférée parce que pour la première fois, on avait vraiment tous les royaumes qui étaient unis. Enfin, quasiment tous, car il y avait toujours, comme je l'ai dit, des conflits, des désaccords entre les différents clans elfes. Notamment Fingolfin ne souhaitait pas du tout participer à cette guerre. Car les fils de Fëanor, il faut savoir que Fëanor il a fait énormément de mal aux elfes, notamment avec le massacre de Alakwendi, un passage lors d'une nuit où ils voulaient utiliser des bateaux sur un port pour traverser la mer. Les elfes refusèrent. Fëanor les attaqua pendant la nuit et les massacra tous. Ça reste un passage très dur dans ce récit. Fëanor est prêt à tout pour retrouver ses bijoux. Alors
on peut pas lui enlever une chose, c'est vraiment qu'il a des grosses cojones. Parce que pour un elfe, c'est le seul qui n'avait pas peur de Morgoth et qui était prêt à tout pour aller l'affronter. Là où les autres royaumes, Morgoth, c'est pas trop leur niveau de puissance, donc ils n'avaient pas à y aller. C'est plutôt le niveau des Valar. Mais les elfes, eux, ne pouvaient pas y aller. Fëanor, lui, il s'en foutait. Donc pour ça, on peut pas lui enlever qu'il avait énormément de courage. Donc lors de Dragor Bragolac, la grande bataille, Maedhros, le fils aîné de Fëanor, voulait vraiment mettre le serment de son père en application, car comme vous le comprendrez, Fëanor eut un destin funeste, et ce sont ses fils qui eurent le rôle de continuer et de prolonger ce serment. Donc Maedhros sentit un jour qu'il fallait attaquer Angband, la cité de Morgoth, et rassembla une grande armée. Il appela tous ses frères, évidemment, il appela les Nogrim, les nains de l'époque, il appela également certains elfes de Finarfin, son oncle, et quelques cousins de la lignée de Fingolfin, mais Fingolfin accepta de les laisser combattre, à condition qu'ils ne combattent pas aux côtés des fils de Fëanor. C'est-à-dire, ouais, vous pouvez vous battre dans son camp, mais pas à côté. Genre, vous allez... Ils sentaient qu'il y avait une douille, qu'il fallait pas leur faire confiance, genre. Et Fingolfin avait raison, vous comprendrez pourquoi. Car Morgoth avait énormément d'ennemis, notamment des traîtres et des espions, et les fils de Fëanor en possédaient. Et malheureusement, ils furent ralentis dans l'attaque, ils ne se synchronisèrent pas sur le bon timing pour attaquer ensemble, et ça a permis à Morgoth de les reprendre de volée, de les reprendre de revers, lors de différentes escarmouches. Donc dans cette grande bataille, on trouvait quasiment tous les clans elfiques, également le clan de Durin, Durin que l'on retrouve dans la série, mais surtout le grand Turgon sortit de la cité de Gondolin et apporta 10 000 elfes en armure d'argent pour porter secours à cette cité. Ah oui, j'oubliais également les humains, les hommes, la grande maison de Almir, je crois, qui mourut avec son fils Aldir qui reprit le flambeau. Aldir qui n'a rien à voir avec le Aldir du Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup d'homonymes aussi dans cette série. Notamment Gothmog, le capitaine de l'armée de Morgoth, qui n'a rien à voir avec le Gothmog, capitaine de l'armée dans le Retour du Roi, qui attaque Minas Tirith. Deux Gothmog différents. Bon, peut-être qu'ils sont de la même famille, je sais pas. Enfin, tout ça pour dire que malgré cet incroyable rassemblement d'armées, les gentils perdirent la bataille. Et c'est Morgoth qui gagna. À la suite de ça, les elfes furent dispersés un peu partout, les humains pareil, ce fut une grande catastrophe qu'on nomma par la suite Nirnaeth, Arnaud-Enniad. Nirnaeth, Arnaud-Enniad. Putain, Nirnaeth, Arnaud-Enniad. Nirnaeth. Ok, ce qui signifie les larmes innombrables. Les larmes innombrables en elfique. Car beaucoup de monde pleura à ce moment-là, évidemment. À la suite de ça, les Valar décidèrent de rassembler une grande armée. Ils fendirent sur Morgoth, le tuèrent tous les orques, ce fut un happy end. Et pour célébrer et pour récompenser les hommes qui s'étaient vaillamment battus, ils leur offrirent la grande cité de Númenor, une île en plein océan. Pour donner un roi à cette cité, ils pensèrent aux jumeaux Elrond et Elros. Elros avait eu le choix de sa race, elfe ou homme, parce qu'ils étaient tous les deux moitié elfe, moitié homme. Et Elros choisit la race des hommes. Donc il devint le premier roi des hommes de Númenor. Et les Valar également donnèrent un cadeau aux hommes de Númenor, aux Núménoréens. Ils leur donnèrent une longévité, donc beaucoup plus d'années. C'est pour ça qu'Aragorn, qui a 86 ans dans Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il descend de la cité de Númenor, des hommes de Númenor, qu'on rebaptisa les Dunedain. Bref, ces hommes vivaient très longtemps. Elros, premier roi, vécut plus de 400 ans. Elrond, quant à lui, resta dans les forêts auprès de Gil-galad, qu'il gardait comme son mentor, comme le dernier roi des Noldor. Parce que, évidemment, vous le comprendrez, Fingolfin eut également un destin funeste. Mon personnage préféré dut s'éteindre, mais quelle classe! La manière dont il tomba... Fingolfin fut le seul elfe à aller affronter Morgoth en face à face. Il prit son arme, son épée, son armure et son cheval et il fonça à travers les orques. Et il alla affronter droit Morgoth. Il tapa à sa porte et lui dit « Morgoth, viens m'affronter, tel Achille dans Troie face à Hector. » Et vous savez quoi ?
Morgoth eut les chocottes. Il eut très très peur, Morgoth, car il se disait « Merde, il y a quelqu'un qui veut se battre contre moi, c'était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Mais il devait y aller, car tous les orques le regardaient, et genre « frérot, tu vas pas? Si toi tu vas pas, qui c'est qui va y aller ?» Donc il y alla, et le grand combat Morgoth contre Fëanor eut lieu. Un combat légendaire, parce que Fëanor réussit à blesser 7 fois Morgoth, malgré sa différence de puissance. Faut savoir que c'était comme si Iron Man affrontait Thanos, tu vois. Tu sais qu'il peut faire des esquives, tu sais qu'il peut le blesser, mais tu sais qu'il pourra pas gagner. Eh ben, Fingolfin est allé quand même se battre, car il en avait marre de voir son peuple massacré, et il voulait vraiment en finir. Mais grâce à à son sacrifice et à sa défaite, il redonna beaucoup d'espoir en les elfes, car ils virent tous que Morgoth pouvait saigner, et qu'il n'était pas invulnérable. À la suite de la mort de Morgoth, Sauron reprit son flambeau. Pas Sauron que vous connaissez de Seigneur des Anneaux avec son grand casque et sa grande armure. Non, un Sauron beaucoup plus beau gosse, belle chevelure, sourire, charmant. Un elfe, quoi. Et il aimait beaucoup essayer de charmer les hommes et les elfes pour leur faire comprendre que c'était un mec bien, c'est pas un mauvais gars. Il était proche de Morgoth, mais Morgoth, il lui faisait du mal aussi. Vous voyez, donc pas mal d'humains lui firent confiance, et il trouvait d'ailleurs que les humains étaient très faciles à corrompre, comme le dit Galadriel dans le Seigneur des Anneaux, le cœur des hommes est aisément corruptible. Je pense que c'est aussi vrai dans le monde fantastique que dans notre monde à nous. Mais par contre, Sauron avait vraiment envie de rallier des elfes à sa cause, et donc il se pris un malin plaisir à les emboucaner, à aller chez chaque royaume et leur dire voilà, je suis votre pote, qu'est-ce que vous pensez si on pouvait travailler ensemble et créer un monde meilleur. Et c'est là que la série des Anneaux de Pouvoir, je pense, montrera vraiment le sujet et que l'on attend. Pas très français ce que je viens de dire, mais en gros je veux dire que c'est ce sujet-là qui sera traité dans la série de Seigneur des Anneaux. Voilà. Et parmi tous ces elfes et ces hommes qui se faisaient lécher le cul par Sauron, il n'y en a que 2 qui étaient complètement contre, c'était Gil-galad et Elrond, qui, je ne sais pas pour quelle raison, avaient un mauvais pressentiment, peut-être parce qu'ils avaient vu quelque chose, mais je ne me rappelle pas dans les récits quoi. Et ils disaient aux gens, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Et c'est pour ça que dans la série, dans la bande-annonce, quand on voit Gil-galad près d'un arbre en train de parler à Elrond et lui dire beaucoup de choses vont arriver, moi je pense qu'il est en train de dire que Sauron est en train de faire TB en fait. Sauron est en train de mettre une petite graine dans l'esprit de chacun, et c'est là qu'il les emboucana grave et leur dit, si on crée des anneaux, créons des anneaux, on sera amis pour la vie comme ça, tous ensemble. Et beaucoup d'elfes dirent, bah ouais gros, ma foi, après tout, t'as l'air super sympa, faisons des anneaux et rassemblons nos puissances. Donc Sauron alla dans la cité de Cuivenin, je crois, et il alla voir les meilleurs forgerons, ou c'est Cyrd, oh là là, il y a tellement de villes et de cités, je sais plus. Mais en tout cas, il alla voir les meilleurs forgerons, dont Celebrimbor, et leur dit, eh ben si on faisait des anneaux, et bien sûr ils l'écoutèrent, ils forgèrent des anneaux, beaucoup d'anneaux, environ une vingtaine, 20 ou 30 même, et dans les derniers anneaux, il en resta 3 à forger, et c'est Celebrimbor qui les forgea uniquement lui, sans avoir l'aide de Sauron, pendant que Sauron, lui, forgeait son maître anneau, l'unique. Les 3 anneaux furent forgés et furent donnés aux elfes. Alors les 3 anneaux, si ça vous intéresse, il y avait Narya, Nenya et Vilya. Donc l'air, le feu et la terre. Mince, l'air, le feu et je sais plus quoi. Bref. En tout cas, ces 3 anneaux furent donnés aux elfes. Dès qu'ils les mirent, ils sentirent que Sauron avait leur emprise sur eux. Du coup, ils les enlevèrent directement. Ça a mis la haine à Sauron parce qu'il était démasqué. Ils comprirent que Sauron, en fait, c'était un emboucaneur première et qu'il fallait pas lui faire confiance. Du coup, là, Sauron, il joua... il arrêta de porter un masque et il joua franc jeu. Je suis méchant, je le dis. Du coup, il s'occupa des 9 anneaux qu'il avait donnés aux hommes, de les transformer en Nazgûl. Les 7 anneaux aux nains, ils furent tous pris d'une malédiction et d'une maladie pour l'or, d'une grande avidité et d'une grande avarice notamment. Mais les nains réussirent quand même à ne pas être profondément dominés par Sauron, parce qu'un nain, c'est pas facile à dominer, croyez pas. Et donc à la suite de ça, les hommes de Númenor furent au courant de ce combat contre Sauron, car Gil-galad mena une grande armée contre les armées de Sauron. Il rassembla des royaumes, des clans, les Núménoréens lui prêtèrent main forte,
Sauron, malheureusement, pour nous, gagna du terrain et grâce à d'autres problèmes, il fit en sorte que l'île de Numénor, enfin c'est pas vraiment de son fait, mais par rapport à énormément de problèmes que Sauron a créés sur l'île de Numénor fut submergée des eaux par les Valar. Et les peu de rescapés qui quittèrent l'île furent Isildur, son père, et leur communauté. Isildur que l'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, là je pense que ce sera la fin de la série, au moment où Sauron sera vaincu, où l'ultime alliance des hommes et des elfes entrera en guerre contre lui, mais toute la série sera consacrée, je pense, à la création des anneaux de pouvoir, à la manière dont Sauron va vouloir emboucaner les différents clans, comment les différents clans elfes vont s'associer aux humains et aux nains, comment est-ce qu'ils vont accueillir ces anneaux, les propositions de Sauron, et je pense aussi comment Gil-galad, Elrond et Galadriel vont essayer de préserver leur peuple des sortilèges de Sauron. Voilà, je suis au bout de cette histoire. Je suppose qu'elle a été très longue, mais j'espère que ce récit vous plaira. On sait désormais que Gil-galad, Galadriel, Elrond, Celebrimbor, Durin et Sauron seront dans cette série. Et j'espère vraiment que ce sera à la hauteur de ce que j'ai lu et de ce que je vous souhaite. Vous lirez plus tard. C'était Paolo Postciné, je vous remercie à tous pour cette longue écoute. Je sais que c'est très long, mais quand on aime, on ne compte pas. Ce n'est pas de la vidéo YouTube de 3 à 7 minutes, c'est un gros récit d'une demi-heure. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois. En attendant, je fais un petit placement de produit. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon propre récit, ma propre trilogie, Arcos, la trilogie. Bon, ça c'est le premier, mais vous avez le 1, le 2, le 3 disponibles sur mon site www.arcos-lasaga.fr avec notamment 30% de remise et 20% de remise si vous prenez plusieurs livres en même temps. N'hésitez pas à m'envoyer un message en MP si vous avez des questions. Ça fait un plaisir de vous raconter ce récit, grand moment de ma vie. Comme vous le savez, je suis un grand passionné de cette histoire du Seigneur des Anneaux et de Tolkien. Et j'espère vraiment que le 2 septembre, on sera tous en larmes devant les premiers épisodes. Paolo Postciné, critique amateur, auteur à 16h. À bientôt.